toutes et à tous. Peut-être vous demandez pourquoi vous êtes ici ce matin tous réunis pour faire des maths et que ça s'appelle le Pi Day, si on devait le dire en anglais, comme le jour de pi. En fait, les mathématiciens, que font-ils typiquement aux alentours du 14 mars? Eh bien, ils fêtent les mathématiques parce que le 14 mars, pour les anglo-saxons, comment est-ce qu'on écrit une date en anglais typiquement? On commence par le mois suivi du jour, et donc ça fait 3-14. Et donc les mathématiciens en ont profité pour se dire, bah, tiens, ce jour-là, on pourrait consacrer les maths. Et le but de cette matinée, qu'on répète maintenant depuis plusieurs années, est de vous montrer que, ok, peut-être que tout le monde n'aime pas les maths parmi vous, hein, ça je ne veux pas le savoir, mais vous montrer que les maths peuvent être utiles, peuvent être amusantes, et c'est un petit peu le but des 3 exposés de la matinée. Donc on aura aujourd'hui 3 orateurs liégeois. Alors, je commencerai par moi. Donc, voilà, je m'appelle Michel Rigaud. Je suis l'actuel président du département de mathématiques. Et donc, je suis bien heureux de vous accueillir ici à l'université. Et les 3 orateurs de cette matinée sont des mathématiciens. Et vous découvrirez avec eux des facettes différentes des mathématiques. Alors, notamment, je pense que certains parmi vous m'ont déjà vu dans leurs écoles secondaires respectives. Je vais beaucoup dans les écoles faire des exposés pour montrer que les maths peuvent servir à quelque chose. Et alors aujourd'hui, c'est une première, c'est un tout nouvel exposé. Donc je l'ai fait qu'une seule fois. Ça s'appelle les couleurs des maths. Alors, il faut savoir qu'en préparant mon exposé, je me suis rendu compte qu'il y avait la journée nationale du coloriage. On va faire beaucoup de coloriage ensemble aujourd'hui. Et donc, si vous aimez les crayons de couleur et les livres de coloriage, vous pourrez fêter le 2 août 2020 la journée nationale aux États-Unis du livre de coloriage. Mais plus sérieusement, peut-être vous n'aimez pas colorier du tout, mais quand on veut colorier, quand on veut bien colorier, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire un beau coloriage? Là, ici, j'ai la carte des États-Unis. Et pour faire un beau coloriage, vous allez me dire, d'abord, ce qu'il faut faire surtout, il ne faut pas dépasser. Parce que si on dépasse, ça ne va pas être joli. Ok, ça, vous avez raison. Mais après, pour vraiment faire un coloriage dans les règles, c'est quoi qui est important comme règle à respecter? C'est que des régions voisines vont devoir recevoir des couleurs différentes. Et donc là, la carte des États-Unis qui se trouve ici, avec les différents États, si vous voulez la colorier, par exemple, j'ai commencé à faire un coloriage. Bon, ce ne sont pas les primaires aux États-Unis, mais peu importe. Mais là, vous voyez que les États que j'ai représentés et que je me suis amusé à colorier, pour que vous puissiez bien voir les différents États, je n'ai pas donné la même couleur à 2 États qui avaient une frontière commune. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Donc l'important, c'est quand 2 États se touchent, on va associer à ces 2 États-là des couleurs différentes. Et donc là, j'ai commencé en rouge, en vert et en bleu. Et donc on peut s'amuser comme ça. On va s'amuser à colorier. Et bien, si on fait des mathématiques, on aimerait bien avoir des structures et dire, tiens, manipuler une carte de géographie, c'est peut-être quelque chose de compliqué à faire. Et donc la première chose que je vais faire, plutôt que de regarder les États des États-Unis, je vais regarder ce qu'on appelle un graphe. Alors à chaque État, je vais associer un sommet, un petit rond, d'accord, comme celui qui se trouve ici. Et puis vous voyez que certains sommets sont connectés. Je vais avoir des arêtes entre certains sommets. Et quelle est la règle pour dire que 2 sommets sont connectés? Je viens de vous dire que chaque sommet correspond exactement à un État. Eh bien, 2 sommets vont être connectés s'ils ont une frontière commune. D'accord? Et donc, je vais pouvoir remplacer la carte des États-Unis par un ensemble de sommets qui sont connectés entre eux. Et donc, quelle sera ma règle de coloriage? Je vous ai dit, des États voisins, j'aimerais bien qu'ils reçoivent des couleurs différentes. Et bien maintenant, des petits ronds, des sommets qui ont une arête en commun, donc des sommets qui sont voisins, devront eux aussi recevoir des couleurs différentes. D'accord? Donc on va regarder plutôt des graphes plutôt que des cartes de géographie. Alors voilà un graphe que j'ai dessiné ici. Et si certains parmi vous pensent, mais tiens, le problème est différent. Ce n'est pas la même chose de vouloir colorier les faces, le triangle qui se trouve ici, plutôt que de vouloir colorier les sommets. En fait, les 2 problèmes sont équivalents. Donc si vous regardez des cartes de géographie, imaginez que ce sont des pays un peu bizarres qui se trouvent ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai associé à chaque pays un sommet, et puis j'ai associé maintenant, quand des frontières sont en commune entre 2 pays, j'ai associé des arêtes présentes, et donc voilà le graphe que j'obtiens.
Puis maintenant, si vous oubliez le graphe que vous aviez initialement, il vous reste le graphe qui se trouve ici. Et donc, je répète le même message, colorier des sommets ou colorier des pays, ça ne va rien changer. Et maintenant, si vous recommenciez l'opération, si vous dites, bah, tiens, les pointillés définissent de nouveaux pays qui se trouvent ici, par exemple. Bah, si je recommence l'opération, je vais retomber sur mon graphe de départ. Et donc, morale de l'histoire, colorier des pays ou colorier des sommets, dans le cas de cartes de géographie, c'est exactement 2 fois le même problème. Donc on va uniquement s'intéresser à colorier des sommets dans un graphe. Alors ce problème-là de colorier des cartes de géographie, c'est un problème qui est célèbre en mathématiques. Ce qu'on appelle maintenant le théorème des 4 couleurs. Alors vous voyez, ça remonte à loin, en 1852, De Morgan écrivait à Hamilton, donc 2 célèbres mathématiciens. Eh bien tu sais, un de mes étudiants, il s'est aperçu du fait suivant. Apparemment, lorsqu'on veut colorier une carte de géographie, 4 couleurs suffisent toujours. Voilà. Et il lui répond, tiens, je n'étais pas au courant que ceci pouvait être un théorème. Ben, pendant très longtemps, c'est une question qui a posé des problèmes aux mathématiciens. Et donc l'histoire est relativement longue. Et en fait, vous pouvez vous dire que c'est peut-être compliqué, parce que le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quelle que soit la carte de géographie. Donc là, imaginez un ensemble de pays très compliqué, avec des frontières multiples. Ben, ce que je suis en train de vous dire, c'est que même la carte de géographie la plus compliquée que vous pourriez inventer, 4 couleurs vont toujours suffire pour la colorier. Toujours avec la même règle, hein. Vous ne pouvez jamais associer à 2 pays voisins la même couleur. Et donc là, je me suis amusé à faire une carte qui paraît compliquée. Eh bien, cette carte-là, avec de la patience, vous arriverez probablement à la colorier avec au maximum 4 couleurs. Alors, je vous disais, l'histoire est longue. Effectivement, elle commence en 1852, et puis pas mal de mathématiciens se sont attaqués au problème. Certains ont cru trouver une démonstration, mais il y avait un trou quelque part, et il y avait une démonstration qui était fausse. Et donc, vous voyez que l'histoire passe, et partant de 1852, on doit attendre plus de 120 ans, 1976, pour avoir une première preuve correcte. Et cette preuve-là, pourquoi est-ce que historiquement elle est intéressante? Contrairement aux preuves que vous faites, bon, on ne fait plus beaucoup de preuves dans l'enseignement secondaire, mais de temps en temps, on fait encore quelques preuves. Les preuves du théorème qui est là-bas, elles se ramènent à se réduire à un nombre fini de cas, à regarder un par un. Mais le problème, c'est que le nombre de cas qu'on doit finalement étudier, il est très grand. Donc ça veut dire qu'un être humain, s'il voulait vérifier tous les cas possibles pour s'assurer que la preuve du théorème est valide, ça lui prendrait des années, voire des siècles. Et donc là, c'est une des premières preuves où on a vraiment utilisé l'ordinateur pour remplacer l'être humain. Et donc on a écrit un logiciel, et ce logiciel-là avait pour but de vérifier les 2000 cas possibles à devoir traiter. Et donc là, ça pose question, parce que maintenant, on se dit, tiens, est-ce que c'est encore un vrai théorème? Est-ce que c'est encore une vraie preuve? Si c'est mon ordinateur qui fait la preuve à ma place, est-ce qu'un être humain est encore capable de vérifier qu'effectivement, ça a le droit de sa preuve? Et donc, vous voyez, on est là, ça date d'il y a 45 ans environ, et maintenant, on est en train de faire des maths, finalement, qui deviennent peut-être inaccessibles aux êtres humains. Et puis, vous voyez que l'histoire ne s'arrête pas, hein, elle continue jusqu'aux environs des années 2008, et là, on a eu la première preuve qui a été complètement réalisée par un ordinateur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la machine ne fait pas un bête calcul comme votre calculatrice. La preuve fournie par l'ordinateur, c'est une vraie preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a regardé étape élémentaire par étape élémentaire et on a pu disséquer la preuve. Et donc, si un humain voulait passer son temps à vérifier toutes les lignes produites par la machine, on pourrait certifier qu'il s'agit bien d'une vraie preuve. Et donc, on a un tournant peut-être dans l'histoire des mathématiques. Maintenant, beaucoup de mathématiciens ne peuvent pas se séparer de leur machine pour faire des maths. Donc ça pose même des questions philosophiques. Est-ce que tout le monde a encore accès aux mêmes connaissances? Peut-être qu'il faut un super ordinateur pour pouvoir prouver tel ou tel théorème. Donc ça veut dire que maintenant, on a un point où peut-être que vous
vous ne pourrez pas vérifier que telle ou telle preuve est vraiment correcte. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions. Alors maintenant, il y a de nombreux résultats de ce type-là. Par exemple, juste pour vous donner le genre de preuve qu'on peut faire avec une machine, il y a un théorème célèbre en théorie des groupes, peu importe ce que dit ce théorème-là, mais sa preuve fait 255 pages. Vous imaginez ? Donc rassurez-vous, ce n'est jamais un théorème que vous verrez, vous, dans l'enseignement secondaire, mais ce théorème qui fait 255 pages, si on l'explique un petit peu, qu'on y met tous les détails, sa preuve tient sur 2 livres entiers. Eh bien, des mathématiciens se sont attelés à faire une preuve automatisée. Donc ça veut dire qu'on a pu formaliser la théorie pour qu'une machine en vérifie toutes les étapes une par une. Et donc plutôt que vous essayez de comprendre pendant 5 ou 10 ans cette preuve qui tient sur plus de 200 pages, une machine peut le faire étape par étape, en gros à votre place. Et alors, dans l'histoire récente, il y a pas mal de problèmes de maths qui sont résolus de cette façon-là. Et juste pour vous citer un exemple récent auquel j'ai participé, bon, peu importe le papier de quoi il parle vraiment en détail, mais avec une de mes doctorantes, on devait vérifier une propriété pour l'ensemble de tous les entiers, mais on s'est aperçu que si on vérifiait la propriété sur un ensemble fini particulier, alors la propriété serait vraie pour tous les entiers. Mais il se fait que l'ensemble fini qu'on devait tester contenait environ 260 000 éléments, et donc c'est une preuve qu'on ne pouvait pas faire à la main. Donc nous, notre travail a été de dire, vous savez, la propriété, on peut la réduire à regarder un ensemble fini, et puis on a pris notre machine pour vérifier qu'effectivement la propriété était vraie sur cet ensemble fini-là. Et notamment, à titre d'anecdote, Doron Zeilberger, c'est un mathématicien de l'université de Rutgers, tous ces articles scientifiques, maintenant il les signe avec un co-auteur qui s'appelle Shalosh B. Ekad. Et vous savez qui est cette personne? Vous avez une idée de qui est le collaborateur de Doron Zeilberger? C'est son PC. Il a baptisé son PC, et donc il a écrit ses articles avec son co-auteur, qui est sa machine. Bon, j'en reviens à mon théorème à des 4 couleurs. Juste en guise d'anecdote, imaginez que vous ne vivez plus sur la Terre, mais que vous vivez sur un tore. Un tore, c'est quoi? C'est le donut qui se trouve ici. Eh bien, on a aussi un théorème des 4 couleurs. Donc ça veut dire que si vous dessiniez une carte de géographie sur le donut qui se trouve là au-dessus, mais la différence avec une sphère, c'est que dans la bouée là-bas, vous pouvez avoir des pays qui rentrent dans la bouée, par exemple. Eh bien, imaginez la carte la plus compliquée que vous pouvez inventer. Eh bien, dans ce cas-là, sur un donut, ce ne sera pas 4 couleurs qui sont nécessaires, mais on va passer à 7 couleurs. Et d'une façon générale, vous pouvez inventer les surfaces les plus compliquées que vous avez envie. Eh bien, une formule qui vous donne précisément le nombre suffisant de couleurs qui devront être utilisées. Donc, sur un donut comme le dessin qui se trouve là en haut à droite, le théorème vous dit qu'il faut 7 couleurs. Et en gros, le théorème vous dit, en fonction du nombre de trous qui va se trouver dans votre surface, voilà le nombre de couleurs dont vous aurez besoin. Imaginez que dans votre friteuse, vous faites votre beignet ou vos donuts, et qu'à un moment donné, 2 ou 3 beignets vont se coller ensemble avec la pâte, et donc vous ne créez pas un donut, mais un chapelet avec 2 ou 3 donuts. Si vous avez 3 donuts collés les uns aux autres, et que vous vous amusez à dessiner dessus une carte de géographie très compliquée, eh bien peut-être que vous aurez besoin de 9 couleurs pour colorier tous les pays. Voyez, on s'amuse bien, hein? Fallait y penser à ça. Et voilà l'exemple le plus compliqué que vous pourriez imaginer. Donc là, voilà un donut. Imaginez le donut vu du dessus et vu du dessous. Et voilà une carte de géographie qui contient 7 pays. Un pays blanc, un rouge, un orange, un jaune, un vert, etc. Et si vous regardez ce qui se passe en dessous, effectivement, la partie mauve là, qui se trouve ici, elle passe en dessous de la bouée pour se retrouver ici à l'intérieur. Et vous voyez qu'elle va aller toucher les régions rouges et oranges, et donc elle va avoir plusieurs voisins. Et donc voilà une des cartes les plus compliquées que vous pourriez inventer sur un tore.
vous avez besoin de cette couleur pour la colorier. Alors, j'avais envie avec vous de faire une expérience aujourd'hui. Vous avez tous un téléphone portable? Ou presque? Ouais, je suppose que oui. Enfin, j'imagine mal des jeunes de 16-17 ans ne pas avoir de portable avec eux. Et donc, je voudrais savoir si vous avez compris ce que je vous raconte. Donc, première chose, je vais quitter le cadre de ce qu'on appelle les graphes planaires. Donc, je vais quitter le cadre des cartes de géographie pour uniquement regarder des graphes. Et moi, ce qui m'intéresse, vous vous rappelez, j'ai envie de colorier les sommets de façon telle que des sommets voisins, donc qui ont une arête commune, reçoivent des couleurs différentes. Vous m'avez compris jusqu'à présent. Donc, par exemple, le graphe qui se trouve ici, si on le regarde, on va avoir besoin de 4 couleurs. Il y a un sommet orange, là, par exemple, en plus des sommets verts, rouges et bleus. Et ce nombre minimum de couleurs, c'est ce qu'on appelle le nombre chromatique. Donc, quand je vous donne un graphe, le nombre chromatique du graphe, c'est le nombre de couleurs minimum dont vous avez besoin pour le colorier. Alors, on va voir. J'ai une expérience, on peut faire ça avec des grands groupes. Je vais vous poser 4-5 questions et vous allez pouvoir voter avec votre téléphone portable. Donc, on va tester, voir si ça fonctionne. Donc voilà, vous avez tous compris ce qu'il fallait faire? Je teste en même temps que vous. Donc, vous allez sur Internet, vous tapez www.wooklab.com/ et en majuscule PKBROR. Alors. C'est bon pour vous? Non, ça n'a pas l'air bon pour vous. Bon, vu que j'ai chaud pendant ce temps-là, je fais ça. Voilà. Ça va, vous êtes prêts? Non? Ouais, il est marqué pour l'instant, il n'y a pas de question, levez la tête, c'est ça? C'est normal, j'attendais que vous soyez tous prêts. Bon, maintenant, vous avez l'air d'être tous prêts. Allez, 10 secondes. Donc, PKBROR. Donc la première question que je vous pose, c'est juste pour voir si vous savez utiliser l'application. Donc voilà, si je passe... Oh, pardon, je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Avez-vous compris la définition? C'est juste pour vous entraîner. Donc vous avez 2 possibilités, soit oui, soit non. Donc voilà, je vais clôturer les votes. Si vous êtes trop lent pour voter, tant pis. Hein. Donc je regarde vos réponses. Et... Ah, vous êtes 4 sur 5 à avoir compris la définition. On va vraiment tester après. Hein. Donc, je le redis, la définition, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez un graphe, je vais prendre le deuxième graphe qui se trouve ici. Pourquoi est-ce que son nombre chromatique vaut 2? Parce que 2 couleurs suffisent
pour le colorier de façon telle que des sommets voisins reçoivent toujours des couleurs différentes. D'accord? Donc maintenant, c'est la vraie question. J'ai 5 questions, on va voir ce que vous en pensez. Voilà un graphe. Donc je vous laisse regarder le graphe, je lance le questionnaire, puis je vous remonte le graphe. Donc la question est, question suivante, combien de couleurs sont nécessaires pour la roue qui se trouve ici? Et donc là, vous pouvez voter. Forcément, les réponses sont entre 1 et 7. Pourquoi entre 1 et 7? Parce qu'il y a 7 sommets. Donc dans le pire cas, vous donnez des couleurs différentes à chacun des 7 sommets. Alors, qui a raison? Qui a raison? La majorité? On va regarder. Ah, vous êtes pile... Ah. Ah, regardez. Vous êtes tous d'accord avec ça? Effectivement, est-ce que 2 couleurs étaient possibles? 2 couleurs ne sont pas possibles. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un triangle présent ici. Et donc avec ce triangle-là, il me faudra au moins 3 couleurs. Donc c'était au moins 3. Alors pourquoi est-ce que 3 couleurs suffisent? Regardez mon exemple. La coloration que je vous propose montre bien que 3 couleurs suffisent. Donc puisque 2, ce n'est pas possible, c'est que la plus petite valeur possible, c'est 3. Ok, on va voir. Donc là, vous étiez la moitié à avoir bien répondu. Donc, c'est quoi le jeu de Jean-Michel Zeka? 71, je vais éliminer la moitié des candidats. Mais bon, c'est pas vrai. Vous pouvez continuer à voter pour ce graphe-là. Alors, attendez, voilà. Je vous laisse 30 secondes et puis on regarde les votes. On regarde? Chut. Eh bien là, est-ce que la majorité a raison? Je ne pense pas. Pourquoi? Chut. Regardez. Voilà un coloriage. Voilà un coloriage valide. Regardez les sommets, finalement, je les ai rangés par niveau. Vous avez un sommet tout au-dessus, qui est connecté à 3 sommets du 2e niveau. Et puis ces sommets-là ne sont connectés qu'à des sommets soit du dessus, soit du niveau inférieur. Et donc si vous regardez bien, on pourrait aller niveau par niveau. Et un sommet de degré pair n'est jamais connecté qu'à un sommet de degré impair. Et donc effectivement, 2 couleurs suffisent. Une seule couleur,
ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà au moins 2 sommets qui sont connectés, donc il vous faudra au moins 2 couleurs. Bon, c'était pas terrible la réponse là-bas. Est-ce que vous allez faire mieux sur celui-ci? Oh là là! Après, il en reste un dernier, celui-là. Alors, je lance la question. Pour moi, c'est le plus difficile, celui-là. Allez, lancez-vous. En plus, c'est vrai, vous n'avez pas de feuilles, vous ne savez pas faire des coloriages, vous devez, dans votre tête, imaginer ce qui se passe. Mais je vous vois, vous êtes là en train de faire tac, tac, tac. Allez, on regarde comment vous votez. Ah, c'est bien. Effectivement. Alors pourquoi est-ce qu'il faut 3 couleurs? Alors là, voilà, je dis c'est plus difficile, vous allez dire, ok, il en faut au moins 2, ça c'est certain. Je vous montre qu'un coloriage avec 3 couleurs fonctionne, mais par exemple, vous pouvez raisonner en vous disant, tiens, il n'y a pas de triangle, donc c'est pas évident qu'a priori 3 couleurs soient nécessaires. Par contre, vous voyez ici apparaître un cycle de longueur 5. Et si vous avez 5 perles dans un collier, vous alternez des perles rouges et des perles bleues, ben vous êtes bloqué. Quand vous allez fermer votre collier, vous allez avoir 2 perles de la même couleur qui vont réapparaître. Et donc la présence, par exemple, de ce cycle de longueur 5 fait qu'il vous faudra au moins 3 couleurs. Allez, un dernier. Celui-là, je pense qu'il est facile. Ce graphe-là. Donc je lance la question. J'ai dit, je pense qu'il est facile. Voilà, vous comptez le nombre de sommets, il y a 12 sommets. Ouais. Et effectivement, vous avez raison. Alors pourquoi est-ce qu'il faut 12 couleurs pour ce graphe à 12 sommets? Ben regardez, tous les sommets sont connectés les uns aux autres. Et donc, prenez 2 sommets quelconques, ils ne pourront jamais recevoir la même couleur puisque l'arête est présente entre eux. Donc là maintenant, vous avez, je pense, bien compris ce que c'était que le nombre chromatique. D'accord? C'est le nombre minimum de couleurs nécessaires pour colorier de façon convenable le graphe. Alors, petite remarque, dès que vous avez un triangle dans un graphe, vous savez qu'il faudra au moins 3 couleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque les sommets sont tous connectés entre eux dans un triangle, il faudra au moins 3 couleurs. Donc, d'une façon générale, si vous avez un graphe qui contient ce qu'on appelle une clique, donc c'est quoi une clique? Là, c'est une clique à 4 sommets, à 5 sommets, à 6 sommets, donc un ensemble de sommets qui sont tous connectés les uns aux autres. Ben, vous savez qu'il vous faudra au moins K couleurs si le graphe contient une K clique. C'était le cas du graphe précédent, c'était une 12 cliques. Tous les sommets, les 12 sommets étaient tous connectés les uns aux autres. Par contre, cette condition n'est pas une condition suffisante. Par exemple, vous avez des graphes sans triangle, et pourtant, un nombre arbitraire de couleurs pourrait être nécessaire. Donc je peux toujours vous construire un graphe qui sera tel que ce graphe ne contient aucun triangle, mais qui pourtant, le nombre de couleurs nécessaires sera 17 si vous me dites que K est égal à 17.
Donc par exemple, ce graphe-là, vous pouvez vérifier, il ne contient aucun triangle, mais pourtant, on ne peut pas le colorier avec 3 couleurs. 4 couleurs sont nécessaires. Et on a des familles de graphes comme ça que l'on peut construire de proche en proche. Alors là, je voudrais passer assez rapidement. Le message qui est là-bas est juste de vous dire que ces problèmes de coloriage sont a priori des problèmes difficiles. Alors les mathématiciens ont bien défini ce que ça voulait dire être difficile, notamment Alan Turing, si vous avez entendu parler de lui. Et donc peu importe ce que veut exactement dire le terme NP complet, je vais juste le traduire pour vous, ce sont des problèmes qui sont difficiles. Donc quel problème? Je vous donne un graphe, mais pensez, peut-être que le graphe que je vous donne, il contient 1 milliard de sommets, et je vous demande, bah tiens, ce graphe-là, est-ce qu'on peut le colorier avec 4 couleurs? On pourra toujours me répondre oui ou non. Pourquoi vous pourrez toujours me répondre? Parce que dans le pire cas, vous passez en revue tous les sous-ensembles possibles de sommets. Donc même si le graphe a 1 milliard de sommets, le nombre de possibilités à regarder est fini. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de possibilités à passer en revue, c'est qu'il vous faudra un temps très très long avant de me donner la réponse si oui ou non, 4 couleurs sont suffisantes pour le graphe que je vous donne. Et donc au jour d'aujourd'hui, on n'a pas une méthode générale, un algorithme général qui permet de répondre rapidement à une question comme celle-là. Et donc c'est à ce sens-là que c'est un problème qui est difficile. Par contre, pour des graphes particuliers, la réponse est peut-être relativement simple. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Repensez à une carte de géographie. Une carte de géographie, c'est un cas de graphe particulier. Ce n'est pas un graphe arbitraire. Et donc là, sur des graphes particuliers, comme un graphe provenant d'une carte de géographie, eh bien, les méthodes sont plus rapides. Typiquement, colorier une carte de géographie, le temps nécessaire, il est proportionnel au nombre de pays que vous avez à colorier. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut faire en un temps raisonnable. Mais je répète mon message est de dire qu'on n'a pas une méthode qui serait rapide pour tous les graphes possibles qu'on pourrait fournir. Et donc parfois, qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas une méthode rapide qui marche dans tous les cas, on applique des recettes qu'on espère fonctionner dans le plus de cas possible. C'est ce qu'on appelle une heuristique. Donc juste pour vous convaincre que le problème est a priori difficile, le graphe qui est là-bas, ce graphe-là, on peut le colorier avec 3 couleurs. Alors imaginez que je ne suis pas intelligent et le seul moyen que j'ai de vérifier que 3 couleurs sont possibles, c'est que je prends chacun des sommets un par un et que j'essaye pour chaque sommet de le colorier en rouge, en vert ou en bleu. Donc, combien de possibilités je vais regarder? Si le premier sommet peut prendre 3 couleurs, le deuxième aussi et le troisième aussi, le nombre de coloriages des sommets que je vais regarder, ce sera 3 fois 3 fois 3, 3 puissance 10. Et donc en n'étant pas intelligent du tout et en passant toutes les possibilités, je vais devoir passer en revue 59 000 possibilités. En voilà quelques-unes. Et puis à un moment donné, je me suis aperçu que si je coloriais les sommets 4, 5, 6, 8 en rouge, 1, 7, 9 en vert et 2, 3, 10 en bleu, j'avais un coloriage valide. Donc ça, c'est juste pour vous montrer que, a priori, si on passe en revue toutes les possibilités, on en a pour longtemps. Il n'a que 10 sommets, ce graphe-là. Imaginez un graphe avec 1 milliard de sommets. Pareil, dans un graphe, si vous vouliez trouver une clique, il y en a une là en bas, une clique à 4 sommets, à part passer en revue tous les sous-ensembles possibles de 4 sommets, il n'y a pas moyen de faire ça autrement. Alors, ces problèmes de complexité, je vous ai dit, un NP complet, même si je ne l'ai pas défini, ça pourrait traduire à un certain sens, c'est un problème qui est difficile. Par contre, le P qui se trouve là-bas, ça veut dire polynomial, et on pourrait traduire, c'est un problème qu'on peut résoudre en un temps raisonnable. Ces problèmes de savoir est-ce qu'un problème est facile ou difficile, c'est un des fameux 7 problèmes du millénaire. Est-ce que les ensembles P et NP sont égaux? Et c'est quelque chose qui excite beaucoup les mathématiciens. Alors là, ce n'est pas un vrai mathématicien à gauche, c'est le héros de la série Numbers. Et je sais pas si dans cette série-là, je ne sais pas si vous avez vu la série, le mathématicien en question, il travaille avec son frère qui est au FBI pour résoudre des enquêtes policières. Mais quand il est déprimé, il s'enferme dans son garage et il essaye de résoudre la conjecture, est-ce que P égale NP? Ça le calme sûrement. Donc c'est un peu ce qui se passe dans ce feuilleton, donc c'est ce qui est là en filigrane dans le feuilleton. Et si vous connaissez la série Futurama,
Bon, c'est un dérivé des Simpsons, hein, c'est Matt Groening qui a fait la série aussi. Ben, dans un épisode, regardez là, les deux livres qui se trouvent sur l'étagère. Ben, il y en a un qui s'appelle P et l'autre qui s'appelle NP. Ce n'est pas par hasard, c'est les problèmes polynomiaux et les problèmes du type NP. Donc, tout ça pour vous dire que les questions qui sont là sont des questions qui sont difficiles a priori. Et maintenant, dans les 10 minutes qui me restent, ce que je voudrais faire avec vous, c'est vous montrer que ces problèmes de coloriage, bon, on s'est bien amusé, on a voté ensemble, mais dans la vraie vie, ça peut servir. Alors ça peut servir à quoi? Ben, à pas mal de choses. Premier exemple, imaginez qu'on a des stations radio, on a des émetteurs radio qui émettent dans un certain rayon, dans un certain périmètre, et on aimerait bien qu'il n'y ait pas d'interférence. Et donc, par exemple, les deux récepteurs qui se trouvent ici, les deux émetteurs qui se trouvent là-bas, par exemple, ben, il y a une zone dans laquelle on va recevoir les deux types d'émissions radio. Et donc, idéalement, il faudrait que ces deux émetteurs-là émettent sur des fréquences qui sont différentes. D'accord? Donc, j'aimerais bien que lorsque deux émetteurs couvrent une même région, que ces émetteurs-là reçoivent des couleurs différentes. D'accord? Eh bien, ça, c'est un problème de coloriage. Pourquoi? Ben, je peux associer à chaque sommet, un sommet à chaque émetteur. Et puis, un peu comme pour mes cartes de géographie, si deux émetteurs ont une zone commune d'interférence, alors je les connecte par une arête. Et donc, si maintenant je dois assigner des fréquences aux différents émetteurs et que j'ai un nombre limité de fréquences disponibles, ben, c'est exactement un problème de coloriage. Pourquoi? Assigner un nombre minimum de fréquences, c'est exactement colorier le graphe. Une couleur va correspondre à une fréquence. Donc voilà à quoi ça peut servir de faire des coloriages. Alors ici, vous êtes en secondaire, vous avez plusieurs cours. Imaginez que vous avez un planning pour 4 cours, le cours C1, le cours C2, C3, C4. Et au cours d'une semaine, le cours numéro 1, il y a 3 plages horaires pour le cours numéro 1. On connaît bien l'horaire du cours 1. Pareil pour le cours 2, le cours 3. Il se passe à des moments précis de la semaine, pendant un temps bien déterminé. Et on voudrait maintenant assigner des locaux aux différents cours. Vous allez dire, oui, mais un même cours, par exemple le cours 3 et le cours 4 là-bas, il y a un moment donné où ils se donnent au même moment. Ici, quand le cours 4 commence, quand le cours 4 se termine, le cours 3 a déjà commencé. Donc les cours 3 et 4 là-bas, ils ne peuvent pas se donner dans la même classe. Parce que si c'est dans le même local, on ne pourra pas mettre les deux cours en même temps. Eh bien, comment assigner des classes aux différents cours? Pour moi, c'est encore un problème de coloriage. Pourquoi? À chaque plage horaire, on va associer un sommet, comme tout à l'heure. Et puis maintenant, si deux plages horaires ont une intersection, ça veut dire que je vais mettre une arête entre les deux. Et donc, qu'est-ce que je veux faire? Pour trouver les locaux dans lesquels je vais placer les cours, c'est un problème de coloriage. Et donc, par exemple, sur le graphe qui se trouve ici, 3 couleurs suffisent. Et chacune des couleurs va correspondre à une classe de cours. Ce n'est pas le seul coloriage possible, hein, j'en ai d'autres aussi. Donc par exemple, le cours 4, on pourrait toujours le laisser au même endroit, et seul le cours 3 va une fois utiliser la classe bleue et une fois utiliser la classe verte. Et donc on changera de local en fonction du coloriage donné. Même genre d'idée, imaginez que vous avez un transport de matières chimiques, de produits dangereux qui doit être transporté par train, et un chimiste me dit « fais attention, si jamais certains produits se mélangeaient, ça produit une réaction toxique, et donc il faut absolument éviter que certains produits puissent entrer en contact. » Bon, a priori, le transport par wagon se passe bien, mais on pourrait imaginer qu'un train déraille, et si jamais le train déraille, des produits pourraient se mélanger. Et donc, idéalement, dans un même wagon, j'aurais envie de mettre quoi? J'ai envie de mettre des produits que, même s'ils étaient mélangés, ne poseraient aucun problème. Et donc, je demande au chimiste, je dois transporter les 6 produits chimiques P1, P2 jusqu'à P6, et le chimiste me dit, attention, si jamais le produit 5 rentre en contact avec le produit 6, vous avez dégagement de gaz toxiques, il ne faut absolument pas que ces deux produits-là rentrent ensemble. Et donc là, j'ai ce qu'on appelle un graphe d'incompatibilité. Le chimiste me dit quels sont les produits à ne pas mélanger absolument. Et maintenant, moi, je voudrais, pour mon transport par wagon,
minimiser le nombre de wagons. Vous pourriez me dire, ah bah, je vais prendre 6 wagons parce que j'ai 6 produits chimiques. Mais le problème, c'est que si je fais ça, bah, peut-être que chaque wagon va coûter cher. Et donc, je voudrais minimiser le nombre de wagons. Bah, comment faire? Le graphe qui est là, je le colorie. Combien de couleurs sont nécessaires? On ne vote plus maintenant. Mais si vous votiez, vous me diriez, bah, tiens, 2 couleurs suffisent. Et donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre un premier wagon dans lequel on mettra les produits 2, 4 et 6, et dans l'autre wagon, les produits 1, 3 et 5. Même si ces produits-là se mélangent, bah, pas de problème, il n'y aura pas de dégagement de produits toxiques. Vous jouez au Sudoku parfois? Bah, c'est un problème de coloriage de graphe. Pourquoi? Mes couleurs ici, bah, ce sont les nombres de 1 à 9. J'ai 9 couleurs. Et pourquoi est-ce que je vois ça comme un graphe? Bah, un sommet donné, le sommet rouge qui se trouve ici, quels sont ses voisins? Bah, si vous connaissez les règles du jeu, sur une même ligne, on ne peut jamais avoir 2 fois le même nombre. Donc tous ces sommets-là sont voisins les uns des autres, ils sont tous connectés. Pareil dans une colonne, et pareil dans certains carrés 3x3. Et donc là, chaque sommet du graphe associé à votre grille de Sudoku, ben chaque sommet a 20 voisins. Et c'est un graphe pour lequel 9 couleurs suffisent et sont nécessaires. Alors après, il y a des variantes. Vous pouvez aussi jouer non pas au Sudoku, mais au tectonique. Le jeu reste le même, les règles sont un petit peu différentes, mais c'est encore un problème de coloriage de graphe. Dans ce jeu-là, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans chaque tuile, vous devez y mettre les nombres, par exemple, de 1 à 4, parce que la tuile ici est de taille 4. Donc les 4 nombres là-bas doivent être différents. Et puis, quand un nombre se trouve dans une case, bah, tous ses voisins, donc tous les 8 cases qui touchent la case en question, doivent être différents aussi. Et donc là, la seule chose qui va changer, bah, c'est qu'on va avoir une relation de voisinage différente que de celle du Sudoku. Mais c'est le même type de jeu. Alors, après, si vous n'avez jamais joué au Sudoku ou au tectonique, ce qu'on peut faire parfois, c'est quand vous ne savez pas à quoi mettre dans une case. Vous voyez ici, cette case-là, ça ne peut pas être un 2, parce qu'il y a déjà un 2 à côté. Donc c'est forcément un 1 ou un 3. Je ne sais pas, d'accord? Imaginez, je ne sais pas, c'est un 1 ou un 3. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour décider si c'est un 1 ou un 3? J'essaye. J'essaye de mettre un 1 pour commencer. Oui, mais si un 1 se trouve dans cette case-là, il ne peut pas avoir de 1 ici, d'accord? Donc il y a forcément un 1 là-bas. Ah, mais si j'ai un 1 ici, ses voisins ne peuvent pas être des 1, donc il n'y a pas un 1 ici, donc je dois avoir un 1 là-bas. Donc je propage ma solution. Je ne peux pas avoir de 1 dans cette région-ci, donc le 1 est forcément là-bas. Et là, qu'est-ce que vous me dites? Ah, bah c'est foutu, parce que là, je sais que j'ai un 1. J'ai une petite tuile 1 x 1, c'est forcément un 1. Donc là, ça coince. Et donc ma conclusion, quelle est-elle? Bah, si ça coince, c'est que mon hypothèse de départ était mauvaise. Donc dans la case tout au-dessus, ce n'était pas un 1, ce n'est pas un 2, donc c'est forcément un 3. Et donc on peut avancer comme ça. On avance de proche en proche comme ça. Vous vous souvenez de Doron Zeilberger? C'est le mathématicien qui écrit ses papiers avec son copain ordinateur, là, vous vous souvenez? Ben, il a construit son propre Sudoku, qu'il appelle le 6xi Sudoku. Et là, vous avez des régions 6 x 6. Mais les règles sont les mêmes, c'est juste le voisinage de chaque sommet qui va changer. Et je voudrais terminer mon exposé avec un dernier exemple. Je ne sais pas si vous reconnaissez le jeune homme qui est là. Bon, maintenant, il a plus vers 65-70 ans. C'est Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Windows, etc. Un des hommes les plus riches du monde. Et quand il était jeune, quand il était au collège, il a construit, bon, il y a bien longtemps, mais un programme pour gérer les horaires de cours. Alors, l'histoire raconte aussi que, comme par hasard, dans son horaire de cours à lui, il avait toujours avec des filles, avec beaucoup de filles. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais donc, il avait construit un programme permettant de générer des horaires de cours, qui est un problème très complexe finalement. Et ce problème de gérer des horaires de cours, ben, c'est exactement, encore une fois, du coloriage de graphes. Alors moi, je me suis amusé à le faire. Moi, je ne suis pas aussi riche et célèbre que Bill Gates, mais je l'ai fait pour mes étudiants de bachelier en sciences mathématiques. Et donc, en bac maths, première, deuxième année et troisième année de bac maths, les étudiants peuvent avoir en tout jusque 26 cours différents.
Je vous rassure, hein, chaque étudiant n'a pas 26 cours. Mais l'ensemble des étudiants de bachelier, ça représente 26 cours. Et puis, il y a 92 étudiants chez nous, et chaque étudiant a son propre programme annuel. Et donc, tous les étudiants n'ont pas forcément les mêmes cours. Et il faudrait trouver un horaire d'examen. Mais un horaire d'examen, quelles sont les contraintes? Ce serait bien que chaque étudiant puisse passer tous ses examens. D'accord avec moi, hein? C'est la moindre des choses. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette le même jour 2 examens qui sont suivis par un même étudiant. D'accord? Comment associer ça à un graphe? Je vais construire un graphe à 26 sommets. Les 26 sommets, ce sont les 26 cours qui sont présents là-bas. D'accord? Et puis, comment est-ce que je vais définir des arêtes? Si un étudiant, peu importe, hein, parmi mon ensemble d'étudiants, si un étudiant suit 2 cours, ces 2 cours-là sont connectés. Pourquoi? Parce que si l'étudiant suit les 2 cours en question, on ne pourra pas avoir examen le même jour pour ces 2 cours-là. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon ordi. Voilà le graphe obtenu. Vous avez les codes cours et vous avez les relations. Donc par exemple, le cours Maths 2006, le jour de l'examen, ça ne peut pas être le même jour que Maths 1122. Parce que les 2 sommets sont connectés, il y a un étudiant qui va suivre ces 2 cours-là. Maintenant, question, comment organiser la session? C'est facile. On va colorier le graphe. Et vous pourriez mettre le même jour des sommets qui vont recevoir la même couleur. Et si on fait ça, après on s'aperçoit par exemple que les 5 cours qui sont ici peuvent être mis en même temps. Il n'y a pas d'étudiants en commun. Les 4 cours suivants aussi. Et donc la session complète, qui s'étale de la mi-mai jusqu'à la fin du mois de juin, de combien de jours d'examen a-t-on besoin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a besoin de 11 jours d'examen. Donc voilà un exemple réel de ce à quoi ça peut servir. Donc je vais m'arrêter ici. J'espère que mon challenge est réussi. Vous voyez que les maths peuvent être amusantes, voire utiles.